Mathieu Léglise, vous m'entendez? Parce que je ne vous vois pas. Hop, Ah voilà, bonjour. super. Bonjour. Bon, on va pouvoir lancer la séance. Ah, il y a Mathilde qui m'appelle. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Non, j'y suis, je suis là. On vous entend, Mathieu, ça va? D'accord, je te laisse. Alors, je vais vous inviter à tous couper vos micros. Je vais lancer la session et puis vous écrire un petit message une fois qu'on est en live. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième partie de la 5e édition de l'Argument de Rouen qui pose cette année la question musée, lieu d'émancipation ou de domination. Nous allons enchaîner avec la 3e table ronde de la journée qui s'intitule Remédier et qui pose la question des différents rôles sociaux pour le musée. Je suis en compagnie de Sarah Hugounank, Mathieu Padvonville, Nathalie Bondil et Xavier Greff. Alors Sarah, je vous présente en quelques mots et je vous laisserai le soin de présenter les différents intervenants. Vous êtes journaliste spécialisé en politique culturelle, vous vous intéressez aux enjeux de la muséologie et de la gestion du patrimoine dans la presse professionnelle et économique. Et à ce titre, vous enseignez depuis 5 ans la gestion des institutions culturelles et le mécénat à l'École du Louvre, à l'IESA et à Drouot Formation. Vous êtes également une jeune doctorante puisque depuis 2020, vous préparez un doctorat sur le rapport polymorphe et évolutif des musées aux entreprises sous la direction de Sylvie Flieger. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Sarah, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Mathieu et puis merci beaucoup à l'INHA et à la Réunion des musées de Rouen d'organiser cette journée plus qu'instructive et riche en discussions. Donc après avoir parlé de la médiation des musées dans notre dernière table ronde, nous allons parler de la remédiation ou peut-être même d'intermédiation, à savoir le rôle social du musée. Quel est-il aujourd'hui? Quelques propos liminaires à ce sujet. Je trouvais que déterminer le rôle social d'un musée invite de facto à s'interroger sur sa définition même, qui réunit dans un jeu schizophrénique deux missions assez paradoxales que sont d'un côté conserver une collection des abris des dangers extérieurs et dans le même temps exposer et transmettre donc vers l'extérieur au plus grand nombre. Donc s'entrechoquent dès la définition du musée deux visions paradoxales, l'une dans la lignée d'une appréciation autocentrée comme lieu d'étude, de conservation d'une collection, une sorte de coffre-fort scientifique modelé par des forces centripètes ou la préservation d'un matériel, d'un artefact, comme dit la dernière définition en jeu, ne peut se faire que dans le repli. Et l'autre qui, au contraire, envisage la mission d'exposition et de transmission comme une ouverture vers des forces centrifuges vers l'extérieur pour et par la société. Dans ce paradoxe, je m'interroge, quant à moi, sur la vivacité des débats actuels autour de ce rôle social. Pourquoi, en ces débuts du XXIe siècle, la place et le rôle du musée dans la cité suscitent-ils autant de querelles? À Kyoto, on en a vu les débats, les levées de boucliers autour de la définition du musée. On a vu aussi les difficultés d'Orsay de parler de la question noire, de l'esclavagisme. Pourquoi en ces temps de pandémie également et de débat sur la partition entre activités essentielles et non essentielles, refuse-t-on au musée tout rôle dans la société, depuis qu'il est renvoyé à une forme d'inutilité sociale par sa fermeture imposée depuis bientôt 150 jours consécutifs? Quand est apparue cette conception d'un musée comme lieu de conservation silencieuse, comme gardien d'une mémoire d'une société, c'est une sorte de caisse enregistreuse passive des questions sociales.
quand le musée est devenu exclusivement tourné vers le passé et privé de tout rapport avec les questionnements contemporains? Pourquoi aujourd'hui doit-on se poser la question de son rôle social? Car de toute son histoire, le musée et ses premières formes sont, à mon sens, ont joué un rôle extrêmement important aux yeux de la société. Si on remonte déjà dès l'Antiquité, les muséums sont des centres intellectuels voués au débat, consacrés à l'étude, à la réflexion, au croisement de plusieurs disciplines. Donc, ils sont en proie directement avec les enjeux d'une société. On a par ensuite, le musée ne s'ouvre en tant que tel au public le plus large qu'au XVIIIe siècle, avec les Lafont de Saint-Étienne et autres pour la France. Mais pourtant, l'accumulation de collections n'a pas attendu cette date pour revêtir un rôle social. Le goût de la collection qui se développe chez les rois de France, chez les princes italiens, qu'est-il d'autre qu'un instrument de pouvoir, de domination sur un pays rival, et donc l'affirmation d'une puissance régnante par les arts? L'ouverture du Muséum central des arts, ancien Louvre, répond aux vœux d'éducation pour tous et d'émancipation portés par les valeurs révolutionnaires. Cette notion est reprise d'ailleurs par l'ICOM qui l'enrichit dans sa définition en 1951, qui en sus de l'éducation affirme une mission de délectation du public, reprise aujourd'hui sous la forme de bien-être. On verra d'ailleurs la question du rapport entre musée et santé. Puis en 1974, l'ICOM toujours revoit sa définition et assoit l'institution au service de la société. Mais de quelle manière le musée se met-il au service de la société contemporaine? L'institution est-elle la seule à la barre ou est-ce que le rôle social ne peut exister qu'en co-construction avec la cité elle-même, avec ses agents constitutifs, les personnels de musée, avec ses tutelles politiques, mais aussi en corrélation avec des contraintes économiques et budgétaires? On voit que poser la question du rôle social du musée parle de la place du musée dans la société, du dialogue qu'il initie avec son environnement, du choix de ses partenaires, mais aussi de son personnel. La question du rôle social du musée parle aussi de son utilité, peut-être de son pouvoir de guérison des maux d'une société, traversée aujourd'hui par des fractures multiples. Et donc, par voie de conséquence, le rôle social du musée parle aussi de son financement. Qui a la charge d'un musée? C'est pourquoi, pour discuter de toutes ces questions, je vous propose d'en parler avec 3 éminents spécialistes, à savoir Nathalie Bondil, muséologue franco-canadienne de renom, connue et reconnue pour être aussi pionnière qu'efficace sur la question du rôle social du musée. Elle a mené pendant 13 ans durant de multiples chantiers sur la notion d'inclusion sociale et de muséothérapie à la tête du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et forte de ses réflexions et de ses expériences innovantes, elle est aujourd'hui vice-présidente du Conseil des arts du Canada et également membre du conseil scientifique de la mission de préfiguration du Musée mémorial du terrorisme en France. Nous accueillons également Mathieu Pot-Bonneville, directeur du département culture et création du Centre Pompidou, mais qui est avant tout un philosophe. Agrégé et maître de conférences à l'ENS de Lyon, il fait souffler sur le monde des musées une capacité nouvelle de réflexion sur ces problématiques sociétales, qu'elles aient trait à l'environnement, aux minorités ou à l'égalité des sexes. Et enfin, j'accueille avec plaisir le professeur émérite à la Sorbonne Xavier Greff, économiste incontournable dans les domaines de la culture et du patrimoine, directeur de l'école doctorale d'économie et auteur de nombreuses sommes références sur l'économie du patrimoine. Il est l'une des premières personnalités à avoir permis de réfléchir le musée dans ses injonctions socio-économiques. Alors, pour commencer, je vais vous inviter déjà peut-être à rallumer vos micros de manière très pragmatique. Et je voudrais vous poser à chacun une question un petit peu provocante. Le musée doit-il répondre à des besoins sociaux? Et en quoi ce rôle social, aujourd'hui, est-il forcément nouveau? Y a-t-il un volontaire pour prendre la parole en premier? Vous battez pas. Nathalie, honneur aux femmes. Merci. Merci beaucoup, merci à l'INHA, merci au Musée de Rouen et merci à toi, Sarah, pour avoir organisé cette table ronde avec nous. Pourquoi donc le musée doit-il répondre à des besoins sociaux? En fait, je dirais plutôt que l'art répond à un besoin physiologique. Hein. Donc, on a parlé d'émotions ce matin. Donc, il y a à la fois Déborah, Lax, et aussi Gabrielle, Dolph Bunkemper, qui ont mentionné cette dimension. Le musée a toujours, depuis l'époque révolutionnaire,
voulu être donc un exemple, un lieu d'exemplarité. Alors, on a une différence entre les musées des Beaux-Arts, le Muséum central des arts, qui était un lieu d'exemplarité donc pour ce qui était des canons académiques, mais ensuite donc toute l'histoire des musées, avec les musées des arts décoratifs et de design, voulait aussi être force d'exemplarité pour les ouvriers. En Amérique du Nord, la création des musées donc, qui émanent des communautés et non pas donc, des gouvernements émane aussi d'une volonté de cultiver une population et avec un fort penchant pour la pédagogie. Puis viennent ensuite le temps des musées de société dans les années 70. Donc le musée finalement est une institution relativement récente malgré les extraordinaires recherches du professeur Pomian et qui s'adapte donc à des besoins de la société et qui finalement donc l'incarne, donc rentre en résonance, en écho, en dialogue avec cette société donc avec parfois des résistances, parfois donc des accommodements, mais toujours donc dans une dynamique évolutive. Donc, donc je crois que le musée aujourd'hui répond à des besoins sociaux comme hier, sauf que ces besoins sont exprimés différemment parce que nous sommes en 2021. Très bien, merci. Mathieu? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'Institut national d'histoire de l'art pour cette invitation. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Nathalie. Il y a une profonde solidarité entre le musée et son environnement social, ce qui ne veut pas dire qu'au fond, la relation de l'un à l'autre soit mécanique. Et je pense qu'il ne faut pas entendre cette idée que le musée répond à des besoins sociaux de manière mécanique ou déterministe. Il y répond tout autant en déplaçant la demande qui lui est faite. Et je pense que le musée, lorsque le musée est posé comme le lieu à l'écart, au fond, de la société, comme ce lieu patrimonial qui va soustraire un certain nombre de chefs-d'œuvre aux outrages du temps, eh bien, c'est encore une manière pour le musée de répondre à un certain besoin social. Donc, la relation du musée à son environnement social et sa séparation d'avec les fluctuations en gros de cet environnement sont les deux faces d'une même médaille. Ma réflexion est un peu située. Moi, je travaille au Centre Pompidou et comme vous le savez peut-être, le Centre Pompidou s'est défini en 1977 comme un centre d'art et de culture. Évidemment, dans cette définition, tout est dans le « et », centre d'art et de culture, ce qui était une manière de faire jouer ensemble et d'une certaine façon l'une contre l'autre la valeur symbolique de conservation d'une collection, de constitution d'une collection qui est celle du Musée national d'art moderne, et puis cette prise avec l'environnement social qui était celle d'un lieu pluridisciplinaire, d'un lieu véritablement dédié aux enjeux de société, avec y compris des propositions qu'on n'imaginerait plus aujourd'hui. Hein. Dans les années 80, on me rappelait récemment qu'il y a eu aussi au Centre Pompidou une exposition qui s'appelait « Les enfants d'immigration », un titre incroyablement direct et littéral, une proposition, même un lexique dont le centre s'est éloigné depuis. Donc, vous voyez que d'emblée, une institution comme celle-là, qui n'est pas exactement un musée, mais qui comprend un musée, s'est posé le problème, s'est vu assigner la tâche de réfléchir à cette relation-là. Qu'est-ce qui peut se passer entre l'histoire des formes et la manière dont elle est conservée, étudiée, montrée, et puis les enjeux sociaux qui la traversent. Et je pense que cette tension est féconde. Je veux dire que le musée n'a pas à se dissoudre dans les sollicitations qui lui sont faites, mais il n'a pas à les ignorer non plus. Et c'est ce tricotage-là, au fond, qui fait l'intérêt de notre travail et qui justifie sans doute, on y reviendra, les interpellations qui fait qu'il ne faut pas faire la sourde oreille aux interpellations contemporaines vis-à-vis du musée. Xavier, je vous en prie. Bien, donc je suis tout à fait de l'avis de ceux qui ont précédé, donc je vais essayer. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation, excusez-moi. Je voudrais, après avoir dit mon accord, en quelque sorte, aller non pas plus loin, mais vous dire que pour moi, le problème n'est évidemment pas d'évoquer la dimension sociale comme quelque chose
qui arriverait aujourd'hui, puisque ça, c'est dès le départ. On a ça à partir du moment où on passe, enfin, Nathalie Maudy l'a dit sur les révolutionnaires, mais à partir du moment où on passe des cabinets de curiosité au musée, on fait rentrer la dimension sociale. Avant, c'est des collections privées, ça reste plus ou moins des collections privées. D'ailleurs, personne ne les voyait pratiquement. Donc ça, c'est une chose. La difficulté qui apparaît aujourd'hui, moi je trouve, dans l'utilisation du mot social, c'est que le social est devenu, et ça c'est un peu l'héritage de l'État moderne et de l'État-providence, une sorte de secteur, même une sorte de groupement de secteurs, hein, santé, éducation, logement, etc. Même si on l'envisage selon des fonctions un peu transversales, intégration, acculturation, etc., il est devenu évidemment, aujourd'hui, le musée est en train de tisser, quelquefois il est même obligé, mais en tout cas, quelquefois il ne le fait pas, mais enfin ça dépend, on ne rentre pas dans les détails, de tisser des liens avec tous ces secteurs, en quelque sorte, qui sont déjà institutionnalisés eux-mêmes. De telle sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle dimension sociale ou éventuellement enjeux sociaux des musées, c'est au fond les relations avec toute une série de secteurs qui partent un peu dans tous les sens, dont certains d'ailleurs apportent beaucoup au musée, d'autres peut-être moins. Ça peut se discuter. Après tout, on pourrait dire que le tourisme, dans sa relation avec le musée, a aussi une dimension sociale, bien entendu. Hein. Ça, c'est assez clair. Et c'est là où commence, enfin pour moi d'un point de vue un peu plus économique peut-être, où commence véritablement le débat. Mais, et du coup, ça pose, à mon avis, la manière dont les musées travaillent surtout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils offrent, enfin qu'est-ce qu'ils offrent ou qu'est-ce qu'on y cherche. Parce que, si vous voulez, lorsque vous avez dit, vous êtes partie de cette opposition qui évidemment existe à un certain niveau entre conservation et exposition, moi je dirais le musée doit être un lieu d'expérience hein, pour les gens. Hein. Ça c'est fondamental. Il y a même d'expérience esthétique au sens le plus fort du terme, en prenant notamment, enfin moi j'aime beaucoup les thèses de Schaeffer. Je ne suis pas du tout philosophe, donc je ne peux pas me permettre d'intervenir dans ce domaine. Mais au fond, et effectivement, on voit bien que ces expériences esthétiques peuvent avoir des implications considérables, aussi bien du côté de la santé, du côté de l'éducation, du côté de l'insertion, etc. Mais encore faut-il que ce soit des expériences. Et c'est là où, évidemment, on est devant des enjeux tout à fait considérables que j'imagine on va voir tout de suite ou plus ou moins sur le plan institutionnel, sur le plan financier, mais c'est pour finir en quelque sorte, mais sur le plan par exemple des qualifications, de l'articulation, bon, c'est clair qu'un conservateur n'est pas un travailleur social, je veux dire, ni un gardien de musée, donc alors on peut dire que c'est pareil, mais je ne sais pas, moi, c'est à ceux qui vivent quotidiennement de le dire comment ils le vivent justement. Mais je voudrais dire qu'effectivement, pour synthétiser, donc je crois que c'est inhérent à l'activité des musées depuis toujours, mais qu'effectivement, la notion même de social a changé. La notion même de social a changé. Hein. On est en face de, je n'ose pas dire de machine ou d'administration. Enfin, vous voyez bien aujourd'hui, par exemple, sur le problème de la santé, hein, c'est la même chose dans tous les domaines sociaux, hein, pratiquement. Hein. Et là, c'est quand même, c'est peut-être un piège hein, pour les musées aussi. Enfin, alors là-dessus, je ne suis pas intervenu sur ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. Enfin, je n'interviens pas, mais c'est clair qu'après, on entre dans les thématiques aussi. Et je n'aborde pas ça sous l'angle des thématiques, hein, comme je vous l'ai dit. Je le vois plutôt sous l'angle de logiques institutionnelles qui se rencontrent, qui se télescopent, qui s'appuient, qui s'affaiblissent peut-être, mais il est évident que pour les thématiques, pour moi, il n'y a aucun doute. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que quand moi je dis ça un peu de l'extérieur, quand on travaille sur les musées, on est toujours sur les musées de beaux-arts. Bon, plus ou moins on en parle, on y revient en quelque sorte. Mais si vous prenez les musées des sciences, on est sur un domaine où on ne se pose plus du tout cette question-là. Tout à fait. Merci beaucoup Xavier et merci effectivement d'avoir rappelé aussi cette différence d'appréciation entre les musées de société, de sciences et de beaux-arts où par une voie métonymique, quand on dit musée, on pense effectivement à beaux-arts, mais les enjeux peuvent être sensiblement différents de par leur histoire déjà et leur constitution sur les musées scientifiques en particulier. Vous avez dit très justement que l'activité sociale aujourd'hui a changé, bien même cette activité était inhérente au musée. Nathalie, par exemple, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment, à la tête du Musée des Beaux-Arts de Montréal, tu as mis en branle un certain nombre de chantiers
pour rentrer pleinement dans un rôle social du 21e siècle du musée? En fait, quand on parlait de social, c'est la relation au public. Et Xavier Greff l'a bien dit, donc, il y a la différence entre les collections royales, les collections privées, et donc le musée qui s'ouvre au public. Donc, à partir du moment où on ouvre un lieu qui est le musée, qui contient des œuvres d'art, sa mission première, à des publics, donc la question de la société s'impose d'elle-même. Je dirais qu'en Amérique du Nord, il y a un système qui fait en sorte que les musées donc, sont souvent créés par donc les grassroots movements, c'est-à-dire par la base. Ce sont souvent des émanations des communautés. Donc, c'est un mot et un terme donc, qui est souvent employé en Amérique du Nord. Et donc, il y a beaucoup de ces musées sont créés par donc, des mouvements sociaux, par des philanthropes, par des groupements de citoyens. Ce qui fait en sorte que, contrairement au système français qui est très verticalisé, très top-down, donc il y a l'implication dès le départ de citoyens, de la société civile sous forme de bénévoles qui sont présents à tous les niveaux donc, du musée, que ce soit dans les conseils d'administration, au niveau des conférenciers, etc. Et donc cette implication de la société civile, elle est partie prenante même du projet muséal. Et ce faisant, donc, il y a une horizontalité, si je puis dire, de la pyramide des pouvoirs en Amérique du Nord, qui fait en sorte qu'il y a cette interaction beaucoup plus constante sur une base quotidienne avec la société civile qui est représentée par ces citoyens qui sont vraiment des parties prenantes de l'institution. Alors, de manière tout à fait naturelle, puisque cette société civile est à l'origine des musées, puisqu'elle le gère, elle le gouverne, ou elle le co-gère ou le co-gouverne, eh bien, donc, les musées ont constamment donc, entretenu ce lien évolutif, organique, naturel avec la société civile. Ce qui fait que au Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc les projets que nous avions et que nous avons mis en place sont des projets qui ont continué dans cette évolution, dans cette interaction très intime entre le musée et la société. Il y a une très grande porosité, si je puis dire, entre la société civile et ce qu'est donc l'institution muséale. La façon dont moi j'ai découvert, et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs donc cette interaction et ce contact avec la société civile fait en sorte que donc il y avait une possibilité de pouvoir travailler sur un mode beaucoup plus transdisciplinaire, beaucoup moins top-down, mais beaucoup plus donc en co-créant des projets avec toutes sortes d'associations notamment qui constituent la société civile. Et ces associations, donc elles sont extrêmement diverses. Nous avons travaillé avec plus de 400, 450, voire 500 associations hein, sur des bases très régulières et pour qui donc, nous avons proposé ou ils nous ont proposé d'utiliser le musée sans faire d'utilitarisme, attention, mais pour pouvoir justement être une plateforme, un partenaire, un collaborateur dans leur projet, alors que ce soit des associations qui concernent de la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre la radicalisation, la violence faite aux femmes, mais aussi donc énormément de projets liés à la santé, que ce soit donc toutes les questions d'intégration et d'inclusion liées à l'autisme, liées donc aux maladies d'Alzheimer et bien d'autres. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais ce qui est important, c'est de comprendre que cette gouvernance du musée en Amérique du Nord, donc, elle permet donc d'avoir une approche très horizontale, très transdisciplinaire, qui correspond parfaitement à notre mode de connaissance et de savoir actuel, hein, parce qu'on est vraiment passé du 19e siècle, qui avait une approche très taxinomique, très verticalisée des savoirs, qui catégorisait, à une approche actuelle, grâce aux médias, aux réseaux sociaux, qui est beaucoup plus horizontale, hein, donc où en fait on va beaucoup plus travailler avec des réflexes rhizomatiques, des approches qui sont vraiment co-créatives, collaboratives. Donc, si je puis dire, donc c'est parce que donc le musée ici en Amérique du Nord
est souvent donc une émanation de la communauté, qu'il a eu cette facilité à pouvoir intégrer et à pouvoir dialoguer avec toutes ces causes sociales et donc à en faire écho. Et vous, Mathieu, à Paris, pour le coup, sans cette histoire derrière de la création du musée telle qu'elle est en Amérique du Nord, quelle est votre manière d'appréhender le rôle du musée? Quels sont les projets que vous menez au Centre Pompidou dans ce sens? Je crois que c'est effectivement très important de rappeler à quel point l'enracinement très concret, historique, juridique des musées dans leur contexte social est important. Je veux dire que très, très différent de considérer la situation que vient de décrire Nathalie avec celle d'un musée national français, qui est traversé au fond par des enjeux qui sont des enjeux d'État, enfin qui a à voir avec ce que c'est qu'une politique d'État, à commencer, je ne sais pas, par l'inaliénabilité des œuvres qui entrent dans les collections nationales et la dimension symbolique que ça peut revêtir, que de statuer sur le fait qu'une œuvre devient inaliénable et nationale. Donc ces dimensions-là sont extrêmement importantes et elles décident aussi de l'allure du débat dans lequel le musée va se trouver pris. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la manière dont les musées sont, on parlait d'une nouveauté tout à l'heure, sont l'objet d'une double interpellation qui, elle, me paraît assez nouvelle. D'un côté, dans la mesure peut-être où les espaces publics se restreignent, où les espaces publics de confiance se restreignent, où la défiance est croissante vis-à-vis des médias, par exemple, vis-à-vis d'un certain nombre de lieux où se tenait le débat d'habitude, le musée devient l'un des lieux où le débat est attendu, où les questions qui préoccupent la société, on s'attend à ce qu'elles puissent trouver un écho. Ça donne une première forme d'interpellation qui est, au fond, ces questions doivent pouvoir être soulevées au musée parce que le musée est un lieu de confiance. C'est le directeur de la Victorian Albert qui disait aujourd'hui qu'il n'y a plus que 2 lieux où les gens se rendent en toute confiance, c'est les musées et les zoos à peu près. Ce sont 2 lieux où on s'attend à peu près à avoir des expériences, comme vous disiez Xavier, sans prévention, sans défiance excessive. Et simultanément, et contradictoirement d'une certaine façon, les musées sont aussi considérés comme des acteurs de batailles sociales ou culturelles en cours. Les musées, de l'autre côté, de l'autre main, on va dire au musée, vous ne pouvez pas faire comme si les choix que vous avez faits dans la constitution de vos collections, la manière dont vous présentez les artistes, le rapport qui existe entre les artistes femmes et les artistes hommes dans vos collections, par exemple, comme si tout cela était indifférent et n'était pas profondément lié à la situation que nous connaissons et que nous pouvons contester. Donc les musées se retrouvent dans cette étrange position d'être à la fois sollicités pour accueillir les questions de notre temps et interroger ou interpeller sur la part qu'ils prennent dans la conjoncture dont il s'agit de débattre. Ça donne une configuration très intéressante et à partir de là, je dirais qu'il faut jouer serré, c'est-à-dire que voilà, il faut arriver à définir des propositions ou à accueillir des propositions qui soient à la fois conscientes, enfin, qui mènent ce travail de réflexion sur ce que le musée fait, ce que c'est qu'exposer un artiste ou une artiste ou des artistes, qui témoignent de cette forme d'auto-réflexion du musée sur lui-même, et puis qui en même temps propose de manière ouverte au public de se faire sa propre idée. Donc, il y a vous voyez, je veux dire par là que ce que nous nous efforçons de faire au Centre Pompidou, c'est de n'être ni dans une fausse neutralité, c'est-à-dire d'être conscient qu'il n'y a pas de neutralité possible sur un certain nombre de sujets contemporains. Nous sommes un musée d'art moderne et contemporain, mais la notion de modernité n'est pas neutre, elle est historiquement construite. Donc, éviter de tomber dans l'illusion de la neutralité, mais éviter de tomber aussi dans l'édifiant et les propositions édifiantes, où il s'agirait simplement de transmettre un message. Pour le coup, l'expérience dans ce cas-là disparaît et le public s'ennuie un peu. Et les programmateurs et les conservateurs aussi, d'ailleurs. Voilà, je dirais que la tension qui anime notre programmation, que ce soit d'ailleurs, c'est l'une des originalités du centre, une programmation muséale au sens strict,
mais aussi bien une programmation de spectacles vivants du côté de la danse, ou du théâtre, ou des concerts, une programmation de cinéma, une programmation de parole, tous ces de performances. Dans l'ensemble de ces domaines-là, c'est cette double contrainte à laquelle nous sommes confrontés et à laquelle on essaie de réagir. Pardon, je suis un peu abstrait mais dans ma présentation, et on pourrait décliner cette contrainte-là dans différents programmes, mais c'est à peu près la manière dont se présentent les choses. C'est le dilemme auquel nous sommes confrontés. Et justement, quand vous parlez de ne pas tomber dans une fausse neutralité, est-ce que pour vous, un musée social qui répond en tout cas et qui se pose des questions sur son rôle social, est-il forcément et par définition un musée engagé? Non? Oui, tout dépend ce qu'on appelle, engagé. Je pense que Blaise Pascal disait « nous sommes embarqués ». Je parlerais de musée embarqué, moi, c'est-à-dire de musée qui ne peut pas faire comme si il n'était pas partie prenante d'une histoire. Je disais tout à l'heure que la notion de modernité aujourd'hui, il y a une interrogation très forte sur ses impensés, disons, on va dire, pour aller vite, sur l'impensé écologique de la modernité, qui a fait comme si les ressources planétaires n'étaient pas décisives dans le projet qu'elle s'est donné. Et puis un impensé colonial, qui a fait comme si l'extraction d'un certain nombre de ressources dans un certain nombre de parties du monde ne définissait pas ce que c'est que la modernité. Ces impensés-là, ils sont déterminants pour ce que c'est que le moderne. Donc ne pas en parler, c'est faire un choix. En parler, c'est faire un choix. Ne pas en parler, c'est faire un choix. Nous n'avons pas le choix de cet engagement-là. Bon, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut travailler à partir de là. C'est-à-dire que réfléchir à, par exemple, en ce moment, nous accueillons, et avec beaucoup de joie, une proposition qui émane de l'Institut national d'histoire de l'art, qui est une exposition qui s'appelle « Sismographie des luttes », qui présente sous la forme d'un dispositif audiovisuel 2 siècles de revues non européennes qui témoignent de l'extraordinaire inventivité plastique, littéraire, politique de ces collectifs d'Amérique, d'Afrique, d'Asie des 19e et 20e siècles. Voilà, bah cette proposition-là, l'installer au cœur des collections du musée d'art moderne, hein, puisqu'elle est au 5e étage, à l'étage moderne, c'est à la fois inviter à regarder de biais ce que c'est que la modernité, la regarder d'ailleurs, à déplacer la focale et le centre géographique de cette modernité, qui a un aspect comme ça d'interpellation. Et puis en même temps, c'est une expérience en soi, parce qu'on voit défiler des objets, des manuscrits, des archives dont l'inventivité plastique est véritablement sidérante, et on découvre un monde, un continent, si j'ose dire, ou plusieurs continents même, qu'on ne connaissait pas. Donc, le dispositif est fait de telle sorte que on peut entrer, on ne se contente pas de reconnaître humblement que nous ne savions pas, mais on apprend des choses. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, hein, mais voilà, une proposition comme celle-là, c'est à la fois une manière pour le musée d'opérer une forme de réévaluation, peut-être même de correction de ce qu'on appelle modernité, mais ça n'est pas s'en tenir là, c'est aussi élargir le questionnaire, comme disent les historiens, c'est-à-dire ouvrir davantage la focale de ce qu'il est possible de voir, de regarder, d'apprendre, de contempler, ce dont il est possible de faire l'expérience esthétique, etc. Ce double jeu-là est passionnant. C'est pas simplement tricher, c'est un vrai double jeu, au sens positif du terme. Nathalie, je crois que tu voulais rebondir sur la question d'un musée engagé. Oui, j'aime beaucoup cette phrase de Blaise Pascal, « nous sommes embarqués ». Et en fait, je rebondis sur Édouard Glissant, puisqu'on est vraiment… on navigue sur les océans, et qui disait donc, « rien n'est vrai, tout est vivant ». J'aime beaucoup cette notion d'évolution. Et il y avait aussi une très, très belle phrase, agis dans ton lieu, pense avec le monde. Hein. Donc, on est vraiment toujours avec la pensée de Édouard Glissant, ce philosophe d'origine de Martinique, dans la question de la relation. C'est-à-dire qu'on change en échangeant
sans se perdre ni se dénaturer. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est de comprendre que ces discussions, ces agitations que nous vivons, notamment que les musées subissent parfois en ce moment de manière parfois assez violente, notamment ce qui correspond à la cancel culture, donc devrait être remplacé par le context culture, parce qu'un musée a deux temporalités fondamentales. La temporalité qui va vers une certaine éternité, c'est celle des collections, hein, c'est celle de raconter une histoire in extenso, donc qui est son histoire et qui ne peut pas être changée. Et puis, avec cette collection qui est faite à certains moments, dans certains contextes, qui peut être relue, mais qui ne peut pas être censurée. Hein. Donc, cette histoire, elle existe, elle est factuelle. Donc, on peut y apporter différentes perspectives pour ajouter, compléter, enrichir, déconstruire. Mais donc, contextualiser est, à mon avis, essentiel. Et il y a aussi, à côté de cette temporalité des collections, hein, qui est vraiment au cœur de la mission même du musée, hein, c'est le cœur du réacteur, c'est de recevoir des collections et de les transmettre aux générations futures, qui elles-mêmes vont apporter des regards d'autres impensés, hein, sur la question animale, par exemple. Enfin, je suis sûre que pour bien des questions, les futurs conservateurs vont nous juger aussi très sévèrement, et c'est tout à fait normal et souhaitable. Donc, il y a aussi la temporalité de l'expérience esthétique, c'est-à-dire qui est une temporalité très unique, qui est vraiment dans un temps singulier, dans un temps d'expérience du public à l'œuvre, c'est cette conjonction entre le temps long des collections et le temps court, instantané de l'expérience esthétique, et qui fait en sorte que l'on doit constamment établir un dialogue entre l'un et l'autre. Que les musées soient engagés, moi je crois qu'ils l'ont toujours été. Je pense que d'une façon ou d'une autre, ils l'ont toujours été. Simplement, les engagements d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et ce ne seront probablement pas les mêmes demain. Rester par contre sourd, fermé à ces questions-là serait une erreur. Je suis complètement d'accord avec Mathieu. Donc, il faut que ce musée puisse épouser les questionnements de son temps afin qu'il puisse continuer à être pertinent et pertinent aux yeux du public. Parce qu'un musée, c'est avant tout des collections et des publics. Donc, il faut toujours s'assurer que ces publics-là puissent poser leurs questions, interroger l'objet musée. Et encore une fois, la question de la complexité qu'on a beaucoup évoquée ce matin, donc elle est intrinsèque à la démocratie. Hein. Donc je pense que le musée, c'est un lieu de réflexion commune, c'est un lieu où on doit pouvoir épouser cette contradiction, cette diversité des positions, parce qu'en fait, elle est absolument nécessaire à la vitalité même de notre démocratie. Alors là, on évite les discours édifiants, comme le disait Mathieu, mais on évite aussi d'être dans l'indifférence par rapport à des engagements. Donc c'est toujours de penser le musée comme un lieu de relation, pour revenir à Glissant, un lieu où on est tous embarqués, hein, et où on doit dialoguer, que l'on soit d'accord ou pas. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu de questionnement. Merci beaucoup. On voit que finalement, envisager la dimension sociale du musée revient beaucoup à parler de la méthode même qui est appliquée au musée et de ses évolutions. Et Xavier, est-ce que vous ne voyez pas dans ces changements de méthode une forme peut-être d'injonction qui est donnée au musée, d'instrumentalisation, on va dire, au même titre qu'on a vu apparaître des injonctions données au musée d'un point de vue diplomatique, d'attractivité territoriale, de développement économique, de politique? Est-ce que c'est là une nouvelle injonction qui est donnée au musée d'avoir une utilité sociale? Alors, je voudrais quand même d'abord revenir sur un point précédent qui avait été évoqué par Nathalie, c'est malheureusement la différence considérable qu'il y a entre effectivement, je dirais, une tradition anglo-saxonne horizontale et une tradition française qui ne sort toujours pas de la verticalité. Ça, c'est
Et la preuve d'ailleurs que je voudrais donner très rapidement, parce que, alors attention, hein, le militantisme, l'associationnisme, comment dire, le mécénat ne conduit pas toujours à l'horizontalité. Bon, l'exemple de Barnes est fabuleux parce qu'il n'y a pas plus militant Barnes quand il a créé sa fondation, et en même temps, apparemment, ça devait être un dictateur terrible. Enfin, quand on lit sa vie et ce qui s'est passé dans la fondation, c'est paradoxal. Bon. Mais je voudrais revenir, bon, je ne veux pas vous faire la critique de la bureaucratie en France, ça, c'est pas, même dans les musées, hein, elle est tout aussi puissante. Mais il y a une chose qui me frappe dans les musées en France et qui est en rapport avec le sujet et les conclusions là, qui ont été, enfin les conclusions, les impressions qui ont été faites, c'est que, regardez le rôle des volontaires et des bénévoles. Je fais la distinction hein, entre bénévoles et volontaires pour déjà éviter la critique syndicale, etc., qui peut être justifiée d'ailleurs, mais c'est un autre problème. Ben, ils ont très peu de place, hein. Ils ont très peu de place. Et c'est dommage, parce que finalement, quand on évoque, comme on a évoqué tout à l'heure, la notion de troisième lieu, et il est évident qu'il faut des relais, enfin, en quelque sorte. Ce n'est pas le conservateur et la personne qui est perdue et qui a des besoins, etc. Non, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et là, on voit bien qu'on a un problème. Parce que ça peut expliquer après le rapport entre une injection et l'autre, en quelque sorte. Alors, pour revenir à votre question, je pense qu'effectivement, enfin, on revient d'ailleurs, ça a déjà été évoqué plusieurs fois, c'est la manière dont les musées travaillent qui est tout à fait déterminante. Moi, j'avais été beaucoup frappé par enfin, je vais vite, hein, vous m'en excusez, par un texte de Freigne qui disait, au fond, les objets ne peuvent pas penser leur distance à eux-mêmes, mais les personnes, elles, peuvent penser leur distance non seulement aux objets, parce qu'elles le pensent aux objets, elles le pensent aux autres, en quelque sorte. Et c'est là qu'est un peu l'enjeu, si vous voulez, c'est que s'il n'y a pas ce travail de mise en... c'est pas de la mise en distance, c'est des distances croisées, bien sûr, qui vont se... Eh bien, ça risque de se transformer en injonction, évidemment. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à construire cette alchimie, en quelque sorte, d'autant plus qu'il faut faire attention à une chose, c'est que les 9/10 des gens qui viennent dans les musées, c'est déjà des spécialistes, plus ou moins. Hein, c'est pas, enfin, vous me direz, le drame, c'est que les autres sont dehors. Ben oui, mais c'est les problèmes sociaux aussi sont dehors. Hein, donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Vous savez, l'histoire de l'Open Museum de Glasgow dans 1982-84, ça fait long. Hein, ça fait loin. C'était déjà ça. Hein. C'était déjà ça, c'est-à-dire comment faire entrer les minorités dans les musées, etc. Et puis, ça a marché le jour où ils ont été faire leurs expositions sur la cuisine des uns et des autres dans des lieux hors musée, en quelque sorte. Bon. Mais pour revenir aux injonctions, le problème, c'est que vous avez tout à fait raison. C'est que, alors, il y a deux raisons. D'abord, c'est que si cette alchimie ne prend pas, évidemment qu'un pôle va tendance à s'imposer à l'autre. Bon, je pense qu'en particulier, mais ce n'est pas tout à fait mon domaine, les rapports entre ce qui se passe dans les musées et les institutions éducatives, quand on amène les enfants ou pas, etc., ça, on retrouve ça. Mais là où l'injonction est de plus en plus forte, c'est sur le plan financier maintenant. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de musées, je tiens à dire que ce n'est pas le cas du musée de Montréal, mais pour beaucoup de musées, par exemple, ils ont besoin de ressources et puis ils se retrouvent face à des hôpitaux, face à des prisons, quelquefois, et pourquoi pas, et tant mieux quand ça marche, ça marche, y compris en France hein, d'ailleurs. Ou même des promoteurs immobiliers, bon, pour faire de l'historique de grands ensembles, etc. Et là, on tombe tout de suite débat financier, en quelque sorte. C'est-à-dire, on peut dire sous cette forme, mais en fait, il y a un problème, donne-moi l'argent que je n'ai pas, et moi je te rendrai le service qui peut éventuellement t'aider, etc. Et comme ça ne pourra pas être dit de cette manière-là, ça va rester caché. Et ça, c'est les injonctions, elles viennent parce que c'est caché. Hein. Elles ne viennent pas parce qu'il y a un débat avant. Hein. Ça, c'est clair. Donc, pas c'est clair, etc. En tout cas, moi, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tant par Nathalie que par Mathieu. C'est-à-dire que, bien qu'il l'aborde plus à l'intérieur du musée, si j'ai bien, parce que je pense que ce sont des gens qui connaissent 1000 fois mieux les musées de l'intérieur que moi, mais que ce débat sur la nécessité absolue de permettre aux gens de se changer
de changer leur regard sur les autres et sur eux-mêmes, donc, grâce à l'activité intrinsèque des musées, pour moi, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et malheureusement, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, d'autant plus que si on revient sur le cas de la France, alors ça risque de changer un peu avec le Covid, mais pas tellement. Il y a une obsession du tourisme, à la fois comme visiteur rentable en quelque sorte et comme budget à fermer. Alors peut-être pas à Pompidou, hein, peut-être pas à Pompidou, mais dans d'autres endroits qui est très net. Nous avons besoin de touristes, ça c'est certain. Oui, mais vous avez des touristes parisiens. On a des publics qui sont assez différents. Des touristes parisiens. Ouais. Oui. Bien sûr, tout le monde en a besoin. Non, mais je ne veux pas dire qu'il ne faut pas ça, mais c'est vrai que ça paraît plus facile en quelque sorte. Ils viennent, ils défilent, ils repartent et ils payent. Point final. Voilà. Déjà, les enfants, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils viennent, ils font du bruit, ils repartent, mais il y a un peu d'argent. Mais alors évidemment, quand c'est des gens, c'est des personnes en insertion, quand c'est des gens qui ont des problèmes disons, psychologique, etc. Enfin, bon, c'est Nathalie qui peut en parler des fois mieux que moi, donc je la laisse en parler. Nathalie, justement, est-ce que tu as vécu ces choses comme une injonction aussi, de remplir un rôle qu'on t'impose? Pas du tout. Non. C'est horizontal. C'est une passion, c'est une conviction. Oui, non, absolument, mais c'est vrai qu'il faut le faire avec donc, des équipes, parce que comme le souligne Xavier, donc, il y a le rôle des conservateurs, des sachants, on va dire, hein, donc, dans le domaine des arts, qui est très important, hein, et je ne suis pas du tout à tomber dans le relativisme de tous les savoirs. Donc, on a besoin de cette expertise, hein, ce sont vraiment des expertises très particulières, tant pour les restaurateurs que pour les conservateurs et d'autres membres professionnels des musées, mais il est extrêmement important de comprendre qu'il y a toutes sortes d'autres professions, notamment les médiateurs, les agents sur le terrain, parce que quand on accueille des publics différents, qui ont donc besoin d'être accompagnés différemment, donc évidemment, il faut travailler ensemble, il faut co-créer des programmes pour que les associations puissent accueillir donc leurs membres, que ce soit des personnes qui peuvent avoir certains troubles psychologiques, donc liés à l'autisme ou certaines difficultés liées à des handicaps ou peu importe. Donc, et en fait, nous travaillons avec des professionnels qui connaissent donc leur association et les participants de leur association, ce que nous ne sommes pas. Et il est très important d'avoir cette triangulation entre l'association, donc qui vraiment a le savoir, donc ensuite qui va travailler en collaboration avec les médiateurs, donc avec les agents sur le terrain, donc parce qu'effectivement il faut adapter la visite, hein, donc recevoir donc ces publics et donc du coup ces publics. Donc il y a vraiment tout un travail qui se fait entre les médiateurs, les agents de terrain, si je puis dire, j'inclus les agents de sécurité parce que c'est aussi donc ils sont très impliqués. Ensuite, avec les associations, ce sont souvent des associations, mais ça peut être aussi des instituts, des universités, des hôpitaux, des cliniques, peu importe, l'organisme partenaire, et puis donc qui va nous permettre donc d'être en contact avec un public cible que nous ne pourrions pas accueillir, parce que comment accueillir donc certains groupes qui ont des troubles du spectre autistique, et donc ils doivent être accueillis dans un lieu qui est donc très immaculé, donc qui ne va pas les agresser du point de vue des couleurs, qui va devoir être un peu isolé, un peu plus insonorisé. Donc la visite aussi va être adaptée. Donc tout cela, nous ne le savons pas, hein, nous ne sommes pas des spécialistes. Mais par contre, nous travaillons avec des spécialistes et qui nous disent comment donc, pouvoir faire une visite adaptée. Donc c'est vraiment un travail de co-création, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des programmes prêts à penser, mais on est vraiment dans du sur-mesure, hein. Chacun des programmes est fait spécifiquement pour des publics avec des associations. Ça, c'est très important parce que ça demande beaucoup de travail, d'engagement, effectivement, par le terrain, par les professionnels.
Mais donc, par contre, le résultat fait que ça fonctionne. Et puis, si ça ne marche pas, on adapte, on fait des projets pilotes. Donc, il faut beaucoup d'écoute, de résilience, d'adaptabilité pour pouvoir s'ouvrir largement. Ce faisant, tout se passe très bien, grâce aux professionnels. Je vois que l'heure tourne. Je voudrais, pour conclure un petit peu toutes ces questions, revenir un petit peu à ce qui se passe en ce moment et la crise que nous traversons, qui, comme je le disais un petit peu en introduction, nie quand même tout rôle au musée, particulièrement sur le cas de la France, hein, où on a taxé d'activités non essentielles depuis un petit moment. Ce qui est assez particulier à la France, on a vu d'autres pays quand même faire des politiques de stop and go. Voilà, ce qui est moins le cas en France, alors même qu'on est sur un pays extrêmement investisseur sur nos musées. Comment est-ce que chacun d'entre vous expliquait ce décalage entre une éveil et une conviction de la conscience sociale du musée qu'on a pu voir là à travers vos réactions, et de l'autre côté, une sorte, alors peut-être pas de mépris, mais en tout cas d'ignorance des politiques publiques? Mathieu, oui, je vous en prie. Ouais, je ne poserai pas le problème en ces termes. Et je crains malheureusement que ce qui nous arrive ne soit pas exactement ça. Je ne crois pas que les musées aient été fermés par ignorance ou par indifférence à l'égard de leur rôle, mais plutôt en raison de ce rôle, je veux dire, comme des lieux symboliques. Je me souviens avoir, avec un peu d'énervement, j'avoue, lorsque la décision a été prise de fermer les musées, avoir dit qu'on fermait les musées exactement comme on éteignait la tour Eiffel les soirs d'attentats ou d'événements graves, c'est-à-dire pour envoyer un signal à la société pour dire « Regardez, c'est tellement grave que nous fermons les musées ». Et ça me semble dommage, évidemment, d'adopter cette ligne de conduite. Donc, la première chose à dire, c'est que je pense que c'est précisément cette espèce de fonction strictement symbolique des musées qui a décidé de leur triste sort, là où effectivement la possibilité de les visiter sans danger était avérée. Et puis, ce qui a été oublié en la matière, mais il va falloir attendre d'y revenir, parce que maintenant, on ne peut pas rouvrir tant qu'on ne rouvre pas le reste, hein, évidemment, les choses sont solidaires. Mais ce qui a été oublié en l'affaire, c'est précisément cette dimension d'expérience, cette dimension de pratique, cette dimension de ce qui se passe dans un musée, au fond. C'est-à-dire que le musée a joué en l'affaire exactement comme on se dit qu'on va mettre un truc au musée, de manière à se dire qu'il y est, et se dispenser pour autant d'aller le voir. Nous autres, dont l'activité se déroule dans ces murs-là, nous sentons qu'un musée ne vaut pas simplement à raison de la valeur symbolique qu'il accorde aux objets qui y entrent, mais à raison de ce qui s'y passe et de ceux qui y passent, quoi. Et je pense que ce qu'il va falloir faire après cet épisode long et pénible, ce n'est pas de nouveau de se convaincre que les musées sont essentiels. Essentiel, c'est peut-être même un mot trop fort, vous voyez, on est peut-être trop essentiel. Il faut arrêter de mettre une majuscule au musée. Parce que lui mettre une majuscule, c'est pas forcément rendre service ou permettre d'avoir conscience que c'est un endroit où il se passe des choses intéressantes. Voilà, il faut au fond, moi je dirais que ce qui se passe en ce moment nous enjoint à mettre en avant la valeur d'expérience ou de pratique des musées, au détriment peut-être ou davantage que leur valeur de monument, dont, encore une fois, on pourrait allumer ou éteindre au fil des crises ou des événements. Intéressant, merci Mathieu. Xavier, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Alors je suis évidemment d'accord sur le fait que rien ne serait plus utile que les bonnes pratiques des musées en ce moment. Ça pour moi, c'est absolument évident. Mais
D'abord, le mot essentiel, moi, il me gêne, hein, je vous le dis franchement, je n'aime pas ce mot-là parce qu'il n'y a pas de plus essentiel pour quelqu'un qui tire le diable par la queue avec son RSA et qui ne peut pas vivre, même pas, enfin maintenant il peut acheter ses masques, bon, des choses comme ça, enfin, et dire, ah ben nous on est au-dessus. Non, c'est ça c'est situation de crise, je veux dire, c'est bon. Non, il y a autre chose que je voudrais vous dire aussi, il ne faut pas trop se faire d'illusions parce que dans les bonnes périodes, tout le monde dit la culture, c'est très important, c'est ce qui est le plus important, pas seulement les musées, hein, les théâtres, etc. Puis dès qu'il y a une crise économique, c'est eux qui prennent les premiers, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on l'a vu, d'ailleurs, je vais prendre une référence beaucoup plus précise, donc, qui n'était pas tellement en France, mais ça avait commencé en France un petit peu, mais en France, c'est quand même beaucoup plus soutenu, je ne dis pas protégé, mais beaucoup plus soutenu. Dans la crise financière de 2007-2009, il y a beaucoup d'institutions culturelles qui ont pris le bouillon dans beaucoup de pays, hein. Un peu moins chez nous, bon, pour des raisons, mais c'est le paradoxe de la culture, si vous voulez. Quand ça va bien, tout le monde dit c'est formidable, et puis dès que ça va mal, c'est les premiers à trinquer, si je peux parler comme ça. Alors c'est évidemment triste, etc. Bon, alors moi maintenant, donc une fois que j'ai dit ça, bon, je reviens et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mathieu, c'est pas le monument qui compte, c'est ce qui s'y fait dedans. Mais honnêtement, je me demande si on est quand même assez sorti des monuments pour faire quelque chose, hein. Ça me paraît quand même très important. Si vous voulez, j'ai toujours cet exemple du musée d'art moderne, je crois, à Mexico, où, avant même la crise et depuis, on faisait circuler des œuvres d'art dans la ville, hein, en quelque sorte. C'était les étudiants, d'ailleurs, des écoles de beaux-arts qui étaient chargés. Donc, alors, c'est évidemment pas le Louvre, hein, pas les œuvres du Louvre, d'Orsay ou de qui vous voulez, mais ils emmenaient un tableau, une sculpture, etc. Et puis, ils étaient chargés d'organiser dans le quartier, chez les habitants, dans des espaces un peu type troisième lieu, bien sûr. Enfin, même les bibliothèques sont fermées, donc évidemment, enfin, pas toutes les bibliothèques municipales ne sont pas fermées, hein, en ce moment. Eh bien, ils organisaient des débats. Moi, je regrette un peu. Moi, j'étais très frappé, par exemple, de voir comment le théâtre est beaucoup plus qu'on ne croit aujourd'hui sorti des murs, hein, depuis le début de la crise. Si vous prenez ce théâtre-là, par exemple, qui est cette scène conventionnée qui, je crois, est à Sevran, dans la Seine-Saint-Denis, où le théâtre de la Poudrière, par exemple, où ils ont fait énormément de choses, ou le théâtre national de Strasbourg, quand même tous les artistes sont allés lire des textes dans les EHPAD à tel point qu'ils ne pouvaient plus se quitter. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Stanislas Nordet, donc je lui laisse évidemment, je pense que c'est le meilleur interprète. Alors, vous me direz, mais on ne peut pas sortir les objets. Oui, on ne peut pas sortir les objets, bien sûr. Mais ça n'empêche pas de faire quelque chose. Enfin, je veux dire, il y a quand même suffisamment de médias, suffisamment de chaînes sur YouTube. On peut en créer du jour au lendemain comme on veut, etc. Moi, je suis un peu perplexe là-dessus. Une fois encore, je suis gêné parce que d'un côté, c'est évident que c'est justement dans ces périodes de crise qu'il y a besoin des musées où les gens ont besoin évidemment de se resituer, de se dire, de répondre. Enfin, je ne sais pas, moi, quand on lit les grandes œuvres sur les périodes de crise, et évidemment, la peste vient tout de suite au premier rang, ben, on voit le type s'interroge à chaque page, je veux dire. Hein, il ne parle pas de musée, à ma connaissance, il parle de jardin, par contre. Mais les jardins et les musées, ce n'est pas très loin. Hein. Mais alors, il y a autre problème que je voudrais dire vis-à-vis des musées, notamment en France, vis-à-vis de certains musées. C'est que, et ça on le voit très bien sur les salles de cinéma, alors c'est une toute autre référence, mais ce qui se passe actuellement, c'était en germe avant la crise. Si vous voulez, le Netflix, il n'est pas arrivé depuis la crise, hein. Ça fait 4-5 ans que les gens sont abonnés à Netflix et que ça marche. Et dès que vous disiez, moi je me souviens, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai écrit plusieurs fois, attention, c'est en train de changer radicalement. On dit, pas du tout, l'avenir est à nous. Ben non, l'avenir n'est pas à nous, l'avenir il est à ceux qui le font. Hein. Donc pour conclure, pardon, parce que je suis très bavard, moi je pense qu'effectivement c'est très dommage. Je pense que les pouvoirs publics, peut-être qu'ils l'ont, je vais réfléchir à ce qu'a dit Mathieu, je n'avais pas tout à fait ça en tête, mais moi, mon interprétation était plus prosaïque. Moins il y a de gens dans les métros et les autobus, mieux c'est. C'est comme ça que le gouvernement pense. Bon,
C'est-à-dire, moins il y a de réunions, mieux c'est tout. Voilà. Bon, alors, vous voyez bien, même pour le télétravail. Bon, pour moi, c'est le motif. Bon, alors, en plus, il y a eu tellement je ne veux pas dire d'incohérence, parce que j'entrerai dans un débat auquel je ne veux pas entrer, mais vous voyez bien que c'est quand même un peu chaotique, hein, tout ça. Hein, donc, bon. Mais en tout cas, ce que l'on peut souhaiter, c'est que les musées en tirent parti pour être encore plus audacieux dans les directions qui viennent d'être signalées à la fois par Nathalie et Mathieu. Justement, Nathalie, un mot de la fin pour vous, en rebondissant sur cette crise et la question du rôle social nié. Oui, effectivement, je suis d'accord. La situation que nous vivons avec la pandémie est un activateur, un accélérateur de réflexion qui était déjà sous-jacent. Je suis quand même très étonnée et intéressée par la place qu'occupe la question muséale de plus en plus centrale, hein, dans nos débats, même si on peut regretter qu'il n'y ait que 30% donc, des Français donc, qui les visitent. Et j'en veux pour preuve, donc, avec la pandémie, le nombre de pétitions qu'il y a pu avoir. J'étais impressionnée par Marie Lavandier qui disait qu'elle avait donc, toute sa communauté donc, qui voulait que le musée réouvre. En France, il y a eu d'autres pétitions et dans le monde aussi, jusqu'au coup de force qui m'a tellement frappée du maire de la ville de Perpignan qui a voulu ouvrir le musée Hyacinthe Rigaud. Et ça a fait donc la une dans les journaux et les radios en France, le musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan. Alors, on voit que, voilà, donc on sent que à cause de cette pandémie, donc les musées, services essentiels ou pas, donc effectivement, ça dépend si on a d'autres priorités pour déjà se préoccuper de savoir comment manger au quotidien. Mais c'est vrai que le rôle des musées donc, est devenu d'autant plus central parce que donc, il y a cette question de santé mentale qui préoccupe beaucoup donc, nos populations, qui traversons tous ensemble, et ça c'est assez inédit, cette pandémie dans le monde. Et c'est pour ça que cette réflexion sur les musées, donc, elle trouve un vaste écho international sur la nécessité donc, d'ouvrir les musées comme un lieu de réconfort, un lieu réparateur, un lieu de soins, donc un lieu qui fait du bien à un moment où, en pleine pandémie, donc effectivement, les personnes sont isolées, elles sont face à des écrans, elles sont en mode de communication virtuelle et elles ont absolument besoin de renouer avec une expérience esthétique, une expérience du musée live. Et donc là, je conclurai avec tout un aspect des thérapies par l'art, de la muséothérapie, hein, donc, que je promeus énormément, et aussi donc, sur le fait que cette expérience esthétique, au sens propre du terme, au sens étymologique, esthétique voulant dire sensation, eh bien, donc, elle est prouvée du point de vue neurologique. Hein. Pierre Lemarquis vient d'écrire un livre qui s'appelle L'art qui guérit et qui montre bien que cette expérience-là, cette émotion esthétique dont parle Schaeffer, le philosophe, donc c'est vraiment donc un phénomène biochimique totalement réel. Hein. Donc c'est une réalité donc singulière et c'est ce dont on a besoin donc, en réclamant l'ouverture des musées et la possibilité de renouer avec cette expérience esthétique-là qui fait en sorte que nous sommes pas simplement des êtres de cognition et de savoir, mais aussi des êtres biologiques. Hein. C'est bien donc, dans cette totalité de l'être humain que nous sommes, où on est à la fois 100% culturel et 100% biologique, comme le disait Edgar Morin. Merci mille fois, Nathalie, pour cette conclusion qui boucle la boucle, qui montre que le rôle social affirme également le remède que peut être un musée et son pouvoir de guérison dans notre société. Merci également, Mathieu et Xavier, pour vos discussions et vos remarques plus qu'enrichissantes et pertinentes. Sylvain, je te laisse la parole pour un mot de conclusion générale peut-être ou pour les questions, s'il y en a du public. Merci Sarah. C'est Mathieu en effet qui administre les questions du public. Moi, je vais d'abord laisser parler le public et puis ensuite je pourrai revenir avec quelques interrogations. Merci. Merci Sarah, merci Mathieu, merci Xavier, merci Nathalie, merci à tous. C'était passionnant. Alors par contre, je regarde et je ne vois pas de questions du public qui doivent être très intimes.
Ah, mais Gabi lève la main. Gabi lève la main. Alors Gabi, je vous laisse la parole. Je me rends d'abord visible. Bonjour, rebonjour. Moi, j'ai trouvé passionnant cette section de notre réunion et pour une cause totalement allemande, à cause de l'idéalisme et de Schiller et des lettres pour l'éducation esthétique de Schiller. Parce que dans ma lettre préférée, 22, il décrit le moment esthétique de l'expérience de liberté, de choix, d'être le sensuel ou le raisonnable. Enfin, en allemand, ça se dit autrement. Ça me remet en piste avec le titre de la section, remédier. C'est-à-dire remédier quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut, comment dire, un remède, c'est rendre sain quelqu'un ou, je sais pas, enlever une maladie. Et dans mes années 70, on aurait parlé d'aliénation, Entfremdung, et de Versöhnung. Donc, les deux mots d'un mouvement de gauche dépassé, utiliser ces mots aussi, mais dans un autre contexte. Alors, remède comment? Et si la visite au musée est conciliant, remédiant, si c'est un mot français, qu'est-ce que ça veut bien remédier? Donc, s'il s'agit de santé mentale, santé émotive ou de quoi, on est de nouveau dans un contexte qu'il y avait déjà ce matin, c'est-à-dire que l'émotion et la cognition sont inséparables. Et cela peut s'imiter sur l'écran, mais c'est dans l'espace réel et aussi l'espace social réel, c'est-à-dire où on se voit en 3 dimensions et en sang et en tout, où ça marche vraiment. Ici, maintenant, ce que nous faisons, ça marche, quoi. Hein. C'est déjà un remède contre le solitaire dans mon home office. Donc, je suis ultra heureuse de vous voir là tous. Mais je trouve que ce potentiel-là est tout à fait dans le débat et je voulais articuler cela parce que c'est un coup totalement classique. C'est la fonction de l'art, c'est la fonction du musée, c'est la fonction de l'expérience esthétique qui réunit l'émotif et le cognitif. Et voilà pourquoi j'ai trouvé que justement cette section-là était totalement au cœur du sujet. Merci Gabriel. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux remarques de Gabi? J'invite les intervenants des sessions précédentes à intervenir dans le débat, hein, évidemment. Je regarde également si quelqu'un lève la main dans le public, ce qui n'est pas le cas. Alors peut-être… Ah si. Oui, pardon. Pardon Sylvain de vous interrompre. On a une… Oui, en effet, une question avait été posée ce matin. Nous n'avions pas eu le temps d'y répondre. Nous avons un peu de temps maintenant. Je vous propose d'y répondre maintenant. C'était une question qui concernait la première table ronde, je crois. Je vous la lis. Vu l'évolution du musée abondamment discutée au cours de ce colloque, le thème de musée est-il encore pertinent pour décrire ces institutions? Je crois que c'est une question qui s'adresse finalement à vous toutes et tous. Si quelqu'un veut proposer un autre mot. C'est mieux que troisième lieu. Ah oui. En tout cas, effectivement, je crois que c'est la bonne réaction. C'était un peu celle de Christophe Pomian ce matin, dont la conférence introductive était d'une très grande humilité par rapport à toutes ces questions-là. Il était bien d'accord qu'il y avait des problèmes, il était bien d'accord qu'il y avait des questions qui se posaient, qu'on pouvait être contre, qu'on pouvait être pour, qu'on pouvait trouver qu'on était coloniaux, qu'on était dominateurs. Mais chaque fois, il posait la question, mais que peut-on faire de mieux et peut-on ignorer cette histoire? Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans cette position. Donc, effectivement, faut-il les appeler musées? Mais est-ce qu'on a un autre mot? C'est la même attitude, je crois, d'une espèce de modestie vis-à-vis de cette complexité de cette histoire et des questions qui se posent.
Moi, j'ai été vraiment passionné par tout ce qui a été échangé aujourd'hui et en particulier cette dernière table ronde. Merci beaucoup à vous trois, Xavier, Mathieu et Nathalie. Je me disais quand même que on a bien balisé le champ ce matin en disant on va surtout parler des musées d'art et c'est normal avec notre partenariat avec l'Institut national d'histoire de l'art que l'on s'adresse d'abord aux musées d'art. Mais puisqu'on est sur le rôle social du musée et sa capacité à, comment dire, à permettre aux individus de trouver un temps pour eux, c'est un peu comme la chambre de Virginia Woolf, c'est vraiment l'idée d'avoir un temps pour soi, je pense, d'être au musée. Il faut quand même redire une chose, c'est que le musée, c'est un service public de très grande proximité. Plus de 1250 musées en France. Ça veut dire que tout le monde, où qu'il soit sur le territoire français, je pense, dans la plupart des pays développés, est à proximité d'un musée. Et ces musées sont de nature très diverse, pas simplement des musées d'art. Ces musées, souvent d'ailleurs, beaucoup plus transdisciplinaires. La spécialisation des musées, elle est venue dans les cités et dans l'histoire au fil du temps. Et on le voit bien dans une métropole comme celle de Rouen, où les musées se sont divisés petit à petit. Mais au départ, ils étaient souvent, ces fonds étaient souvent réunis. Et c'est presque des accidents administratifs, politiques, historiques qui ont fait que les fonds se sont retrouvés séparés. Aujourd'hui, avec un instrument comme celui que nous avons créé, la Réunion des musées, alors tout à coup, on retrouve cette unité et du coup, cette responsabilité aussi de se dire que tous les champs disciplinaires sont de notre ressort, tous les champs de la connaissance. Et donc, c'est pas simplement, bien sûr, il y a l'émotion esthétique, mais il y a bien plus largement l'éveil, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais tout à fait aussi d'accord avec ce qui a été dit et rappelé que la dimension d'expertise et de complexité est celle des musées et qu'elle n'est pas contradictoire avec la notion d'ouverture, la notion d'abaissement des seuils, la notion de diffusion et de cohésion sociale. Mais simplement, il faut ne pas considérer que ces notions sont la chose des gens de musée. La complexité, elle est la chose de tout le monde. Et on a bien vu que les expériences de crowd curating ou de crowdsourcing sont parfois extrêmement spectaculaires dans leurs résultats pour mobiliser un savoir collectif. Donc, je pense que si simplement on a la modestie de replacer les gens musées, les conservateurs, conservatrices, en tant qu'experts d'un champ, en tant que recours, en tant que ressources à qui on a délégué, parce qu'ils en ont les compétences, la capacité de se tenir informés, d'être insérés dans les réseaux de recherche et de pouvoir restituer un état de la connaissance à un instant T, si on considère que nous autres gens de musée, nous sommes ces gens-là, cela n'interdit pas le regard, la voix du public et le partage, le musée en tant que lieu de rencontre, de débat et de connaissance, sans rien renier de sa mission de transmission profonde. Voilà, donc je voulais juste refaire ce petit plaidoyer en disant que oui, les musées sont fermés. Non, on ne comprend pas très bien pourquoi, même si Xavier a raison de dire tout simplement on ne veut pas des gens dans les transports en commun et même déjà les agents des musées dans les transports en commun. C'est vrai, il y a cette précaution à prendre et on en est parfaitement conscient. Et je pense que les grands établissements comme le Centre Pompidou le sont au premier chef. Mais je regrette une chose, c'est que ce qui n'a pas été entendu dans la demande des gens de musée de rouvrir, c'est la notion de service rendu. Et tout simplement, dans une ville aujourd'hui où beaucoup de choses sont fermées, c'est difficile d'habiter cette ville pour les habitants. C'est difficile tout simplement de trouver un espace pour se dégourdir l'esprit, les gens, simplement trouver du Wi-Fi, trouver des toilettes, trouver un endroit, ce qui a très bien été dit par Mathieu, un endroit sûr, un endroit où on est respecté, accueilli. Donc les musées peuvent jouer ce rôle très basiquement. Et bien sûr, derrière, il y a tout le reste, toute la connaissance, et tout ce que l'on peut trouver pour se développer et pour accroître ses capacités dans un musée. Mais il y a d'abord l'accueil, d'abord de dire « bienvenue, vous êtes chez vous ». Et ça, c'est une fonction que nous pouvons rendre
en temps de pandémie, parce qu'il y a peu d'endroits qui peuvent le rendre. Donc, je regrette que cette fonction de base du musée, c'est-à-dire la maison commune, n'ait pas été intégrée. Et peut-être Mathieu a raison de dire, on a voulu éteindre les musées comme on était à la Tour Eiffel, parce que c'est un lieu symbolique qui dit l'activité s'est arrêtée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette dernière table ronde. Si j'ai encore une minute, s'il n'y a pas plus de questions, j'en ai une, moi, à Nathalie. Nathalie, j'ai vu que dans la présentation, on connaît bien ton parcours, bien sûr, mais j'ai vu dans la présentation actualisée de ton CV que tu fais partie de la mission de préfiguration du musée de la mémoire des actes terroristes à Paris. Alors, voilà, j'ai l'impression qu'on est au cœur du sujet. Voilà. Est-ce que ce musée est un besoin de la population? Comment est-ce que vous allez construire cette démarche avec la population? Est-ce qu'on est dans une notion de domination, d'émancipation, de manipulation? Je ne sais pas. Comment vous vous gardez, comment vous allez vous protéger et poser tous ces garde-fous et faire œuvre utile dans ce domaine? Oui, alors, en fait, c'est Henri Rousseau, qui est chercheur au CNRS et historien, donc, qui a mené ce projet et qui le porte avec beaucoup de force, un projet présidentiel. Et donc, j'ai la chance d'être intégrée au comité scientifique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un musée donc, qui est défendu par le ministère de la Justice. Donc, on n'est pas dans le ministère de la Culture, on est vraiment avec le ministère de la Justice et avec autour de la table donc, des associations évidemment des victimes, des historiens bien entendu, mais aussi donc, des avocats, des légistes. Donc, et puis, bon, donc, des muséologues, donc, dont moi. Et là, la question même de l'objet musée donc, est complexe parce que comment créer donc, un musée mémoriel donc, sur le terrorisme sans faire l'apologie du terrorisme, donc, qui se nourrit de la spectacularisation. Donc, c'est complexe. Quels sont les objets que nous allons pouvoir montrer? Donc, est-ce que donc, les objets qui ont été déposés dans les cours de justice, enfin, qui appartenaient, donc, comment donc, montrer ces objets sans qu'ils aient valeur de relique? Donc, comment les accompagner d'expressions contemporaines artistiques? Mais c'est surtout, et c'est ce qui m'importe, c'est un lieu à la fois de compréhension, de contexte, d'apprentissage, et ça sera donc un lieu de réparation. Certainement. Donc, et c'est là où cette dimension de l'expérience, du vécu, donc à la fois de la cognition, parce qu'on va apprendre, il y a une dimension pédagogique évidemment très forte, mais aussi donc il va y avoir une dimension réparatrice qui sera liée à cet objet même que sera ce musée mémoriel, donc qui sera très importante. Alors bon, le musée, donc, il bénéficie de ce qui existe déjà en Allemagne, que j'ai donc pu voir avec les musées de la Shoah à Berlin. Donc, il y a donc, plusieurs musées donc, qui sont notamment donc, à New York, donc, qui existent. Mais là, c'est une volonté beaucoup plus vaste parce que donc, on ne va pas être lié simplement à un moment donc, de l'histoire, mais Henri Rousseau a la volonté d'embrasser donc, la question donc, du terrorisme et des victimes du terrorisme depuis, je dirais, donc, la fin du 19e siècle et plus particulièrement depuis l'après-guerre. Alors, c'est un projet passionnant et qui porte la complexité inhérente. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questionnements et de réflexions et de débats. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Juste une petite question. Est-ce qu'au sens large, on va inclure l'assassinat des Algériens en 1961? Alors, très, très bonne question. En voilà une, par exemple, et vous n'êtes pas la première à la poser. C'est qu'il y a donc, une différence qui est faite entre terrorisme d'État, donc terrorisme avec des groupes politiques. Mais effectivement, donc, il y a cette question-là qui fait partie donc, de cette complexité à embrasser une histoire de la façon la plus large possible. Bon, je pense qu'il faut toujours établir des dialogues, il faut toujours poser des questions. Je crois que le musée est un lieu où on pose des questions, mais on n'est pas obligé d'apporter toutes les réponses, on n'est pas obligé d'être édifiant, mais on peut poser des questions. On a le même, peut-être le devoir ou le droit à chacun de poser des questions. Mais c'est une très bonne question.
Merci beaucoup, Nathalie. Eric, est-ce que vous voulez dire un mot peut-être avant de conclure? Non. Je ne sais pas. Nous n'avons pas discuté à l'avance de qui allait conclure. Je suis très heureux de cette journée, des discussions vivantes qui l'ont émaillée. Évidemment, on aurait aimé pouvoir les tenir en présence les uns des autres, pouvoir prolonger un certain nombre de discussions. Je pense qu'on a entendu des positions extrêmement diverses qui chacune interrogent la manière dont on peut penser aujourd'hui le musée. J'ai vu sur les questions et réponses que un participant, ou un spectateur ou une spectatrice, je ne sais plus, je ne sais pas comment on dit pour les webinaires, une webinariste, je ne sais pas si ça se dit, comme on dit un séminariste pour un participant à un séminaire, hein, normalement, a posé la question, disait qu'elle regrettait qu'on n'ait pas assez parlé du musée comme lieu d'émancipation. C'est évidemment une question complexe dont on voit à quel point aujourd'hui elle est centrale. Ça fait partie de façon très évidente, si je peux le dire, d'une dimension qui est assez peu présentée qui a été assez présentée par les musées eux-mêmes lorsqu'ils ont plaidé pour leur réouverture. C'est le cas en France, c'est le cas un peu de façon internationale. C'est une dimension qui semble être assez peu prise en compte. On est aujourd'hui, comme si la question du plaisir, du partage, du lieu d'accueil n'intégrait pas de façon essentielle cette dimension citoyenne qu'on peut mettre derrière le terme d'émancipation, avec, je pense que ma vision de l'émancipation n'est pas exactement celle d'Emmanuel Guy, par exemple, pour prendre des choses qu'on a pu entendre aujourd'hui, et qu'il y a une vraie nécessité de le penser de manière, réellement dialectique, en ayant des discussions de fond sur ce que c'est que l'émancipation rendue possible par le musée aujourd'hui. Je pense que la dimension a quand même été évoquée, hein, contrairement à ce que dit cette personne, mais peut-être qu'elle aurait pu l'être plus. Il nous reste beaucoup de travail, je crois, pour continuer à réfléchir sur ces sujets, et c'est l'occasion de remercier chacune des participantes et chacun des participants à ce séminaire extrêmement vivant pour les points de vue qui nous ont été présentés. Je crois qu'avec Sylvain Amic, quand nous avons pensé, quand Sylvain m'a proposé, parce que c'est vraiment lui qui l'a pensé, l'argument de Rouen, une des idées qu'on s'est immédiatement confié l'un à l'autre, c'est que nous ne voulions pas d'un lieu qui soit simplement un lieu, comme on en a très souvent, de simple partage d'expériences, mais que s'il y avait bien partage d'expériences, parce que nous partons effectivement de nos expériences à chacun, il était essentiel d'en faire un lieu véritablement de débat et de réflexion, à la fois engagé, embarqué, comme disait Mathieu Pot-Bonneville tout à l'heure, que j'ai eu la surprise d'entendre citer Pascal, mais tout arrive, comme disait Mallarmé. Et après, on peut continuer comme ça. Non, nous sommes à la fois embarqués et à la fois avec une forme de distance. Et voilà, nous allons réfléchir maintenant au thème de l'année prochaine. Normalement, quand nous sommes en présence physique, ça se fait sur le coup. Fait que ça va nous demander un peu de réflexion. Ça va nous demander une autre réunion par des moyens numériques pour arriver à déterminer un thème, ce qui est vraiment très, très idiot, mais voilà. Sylvain, je te laisse conclure véritablement. Merci. Je n'ai pas préparé de phrase de conclusion. Non, je crois vraiment que plus le temps passe, plus le musée, comme l'a très bien dit Mathieu, devient un espace de débat, un espace où le dialogue est plus que jamais nécessaire. Et je crois
comme je l'ai dit en introduction, je crois vraiment que ne pas prendre en compte cette dimension, c'est fragiliser le lien de confiance que les musées et la population entretiennent. Les musées ont toujours une très grande cote d'amour dans les sondages, même si les gens n'y vont peut-être que 30% des gens qui y vont. Mais quand on demande aux gens quelles sont les institutions en lesquelles vous avez confiance, que vous plébiscitez, les musées viennent toujours très, 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 très haut. Et donc, ça nous place devant une responsabilité toujours plus importante de nourrir cette confiance en écoutant ce que nous dit la société civile, en écoutant, en essayant de répondre aux problématiques contemporaines. Et effectivement, nous sommes persuadés que les collections sont le support d'une appréhension du monde, d'une présence et d'une capacité de comprendre l'autre qui sont effectivement ceux qui devraient être mobilisés en premier chef dans les périodes de crise pour reconstruire une nation. Donc, nous espérons que nous jouerons ce rôle-là dans ce qu'on appelle le monde d'après, qui se profile comme un monde peut-être je ne sais pas, de l'à peu près, plutôt, puisqu'il n'y a pas de grands changements, sinon peut-être de nouvelles interrogations qui sont nées. En tout cas, merci infiniment pour toutes les contributions et tout le travail qui a été nécessaire pour vous réunir aujourd'hui. Merci beaucoup aussi aux webinaristes qui étaient nombreux. Je n'ai pas les statistiques, mais ce matin, il y avait 270 personnes enregistrées, ce qui est une très belle audience. Et on espère beaucoup vous accueillir en présence et peut-être aussi à distance, on verra, l'année prochaine dans les auditoriums des musées de la Réunion des musées métropolitains à Rouen. Voilà, très bonne fin de journée et à bientôt sur nos chaînes. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, au plaisir de vous revoir. Oui, oui. absolument.